Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons Renée Gérard, militante féministe, qui va avoir, je peux le dire, je pense, 100 ans dans quelques jours. Bravo. Merci beaucoup, chère Renée, d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre du podcast Femmes engagées, de l'ONG Femmes du Monde et réciproquement, et de nous recevoir pour ça chez vous. C'est un honneur, franchement. Plaisir pour moi. Vous êtes donc Renée Gérard, grande défenseuse des droits humains et notamment des droits des femmes, et vous avez été très longtemps experte pour les Nations Unies. Vous avez un parcours scolaire assez exceptionnel quand même pour l'époque de votre jeunesse, si je peux m'exprimer comme ça. Vous avez fait des études à la Columbia University à New York avant de consacrer votre carrière à l'humanitaire. Donc vous êtes sociologue et experte sur les questions internationales. Vous avez été en mission pendant de nombreuses années un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là, au cours de ces missions où vous travaillez à implémenter des programmes socio-économiques, que vous êtes intéressé plus particulièrement à la condition des femmes et que ce sont, je crois, les Indiennes qui vous ont fait prendre conscience qu'il y avait un sujet dont il fallait se saisir. Vous êtes ensuite revenu travailler en France, où vous avez formé des cadres du pays en voie de développement, et tout en restant engagée évidemment à l'international en tant que consultante, en tant qu'experte dans de nombreuses organisations comme l'UNESCO. Aujourd'hui encore, à presque 100 ans, puisque vous ne les avez pas encore, vous les aurez dans quelques jours. 5 jours. Vous restez très active, vous êtes membre de plusieurs associations, dont celle que vous chérissez particulièrement, l'AFDU, l'Association française des femmes diplômées des universités, et puis d'autres, et du groupe des ONG auprès des Nations Unies. Alors, j'aimerais que nos auditeurs et nos auditrices vous voient, parce que vous êtes péchus encore et formidables. Vraiment, c'est un plaisir de parler avec vous, de discuter avec vous. Et même physiquement, je trouve que vraiment vous vous tenez bien, hein, franchement. Donc, ce que j'aimerais évidemment, c'est que vous nous racontiez un petit peu votre siècle de féminisme quelque part, parce que vous avez traversé beaucoup d'étapes historiques et importantes pour les droits des femmes. Donc, je vais vous laisser la parole tout simplement, et puis vous allez nous raconter un petit peu votre engagement, les moments forts que vous retenez, et puis dans le contexte qui était et qui est aujourd'hui celui de la France et de la planète. Pour dire mon féminisme, c'est très difficile parce que je me suis identifiée comme féministe assez tard. Je n'avais jamais entendu parler et comme Monsieur Jourdain, j'ai dû faire du féminisme, c'est comme de la prose. Et je crois que ça a commencé dès l'enfance. J'ai eu une enfance rurale. Et de ça, je rends grâce parce que vraiment, ça m'a éveillé à tout un tas de choses. La beauté de la nature, la communication avec les animaux, les plantes et tout. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans presque tous les pays où je suis allée ensuite. C'était quelque chose d'universel. Donc cette chose-là commençait. On appréciait beaucoup plus les garçons. Je suis nivernaise. On appréciait beaucoup les garçons. Les filles, on était un peu déçus. Et même mon nom, Renée, c'est pas un nom spécialement féminin. Je l'ai jamais beaucoup aimé. Je n'ai que ce prénom. D'accord. Et c'est très tard seulement que j'ai appris de façon très bizarre que
un enfant était né avant moi, ça sûrement peut-être mort-né ou autre chose, mais qu'on m'avait donné ce nom. Il avait été choisi. Voilà. Il avait été choisi. D'accord. Et René, très souvent, on donne le nom, paraît-il. C'est peut-être dans la généalogie, je ne sais quoi. Très souvent, il paraît qu'on donne le nom de René à quelqu'un qui arrive après un enfant mort. Et qui, en quelque sorte, a le devoir porter les... Oui, n'en sait rien, mais a le devoir. Alors, c'est très curieux parce que j'avais des cousins seulement. Mes cousins et mon frère. Et je dois dire que j'avais une éducation, c'était mes copains. Oui, d'accord, oui. Et il n'était pas question, comme j'étais l'aîné, que mon droit d'aînesse soit trop bousculé. Bousculé, vous aviez bien raison. Alors je le défendais, un peu violemment, paraît-il, quelquefois. Et je crois que dans la vie, j'ai gardé cette attitude. J'ai eu beaucoup d'amis hommes. Oui. Qui étaient vraiment des amis, très souvent, et même c'est eux qui m'introduisaient dans leur ménage, disaient à leur femme, tu devrais la connaître, ainsi de suite. Et j'avais une très bonne communication souvent avec les... Et au point de vue collègue, j'ai jamais senti vraiment la concurrence. Donc ça a dû former quelque chose, vous voyez. Certainement. Donc ce féminisme doit s'installer très tôt. Sans dire son nom, infiltration. D'accord. Mais il s'est défini peu à peu dans les choses que j'ai faites. Alors que je vous expliquais que j'ai eu mon enfance et mon adolescence pendant la guerre, et on était très patriotes à ce moment-là. Bien sûr. Et on pensait vraiment qu'on avait le devoir de faire quelque chose pour le pays, et on se rendait compte que ça allait très mal, on espérait quelque chose de mieux, et on se disait qu'on devait y contribuer. Donc j'ai choisi, après le bac, de faire du travail social. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme assistante sociale. C'était très intéressant. Et dans ce travail social, j'ai travaillé à Montluçon. Je me suis intéressée à l'action sociale. De façon plus générale, il y avait un groupe d'action avec des gens. On rencontrait des syndicalistes et d'autres. Et j'ai travaillé avec eux et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, j'ai trouvé que c'était quand même un peu étroit de faire seulement du travail social. Et c'est à ce moment-là, une amie m'a dit qu'il y avait des bourses à l'étranger. Et j'ai posé ma candidature. Et il fallait que je passe des tas d'examens, des tas de choses. Et finalement, c'est la commission Fulbright. Quand j'ai eu l'interview, moi je me disais j'ai raté complètement. Eh bien, mon expérience professionnelle m'avait aidé parce qu'ils ont vu que j'avais une certaine compréhension de... On nous envoyait la bourse. Ce sont des bourses d'échange. On était censé revenir, on nous donnait une bourse, on était censé rapporter quelque chose dans le pays. Alors je suppose que ça a été ce qui les a décidés. Et même après, quand il a fallu une université, le président m'avait envoyé le nom d'un de ses amis qui était doyen d'une université, mais après quelqu'un d'autre a dit que pour qu'on l'ouvre à l'université, c'était bien. Et j'ai eu une bourse à Columbia, qui est quand même assez compétitive. Mais tout ça, j'en savais rien. Oui, c'est complètement... Je fonçais dans le brouillard. Précieux. Donc je vous dis, il y a une sorte de destin qui s'est installé, et ainsi de suite. Et ça a été extrêmement riche. J'ai passé 3 ans et demi. Ah oui. J'ai fait un master's degré. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an. Et j'ai fait un peu de postgraduate training aussi. D'accord. Et ça, c'était quand? C'était après la guerre, quoi, enfin. 56. En 56, d'accord. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui... Et des femmes encore moins. Oui, des femmes encore moins. Et enfin, on était un peu... Et même quand j'ai quitté mon boulot, on m'a considéré comme une aventurière en France. Qu'est-ce que je suis à faire là-bas? Ça vous a pas dérangé plus que ça? Un peu, il y avait une histoire sentimentale. J'avais à choisir. Oui, vous avez choisi. Je crois que c'était ce qui me convenait. Voilà, d'accord. Quand je suis ensuite revenu, alors on me disait de rester aux États-Unis 3 ans et demi. On m'a dit, mais tu es installé, tu peux rester. J'aurais pu essayer d'avoir un visa, de rester. J'aimais beaucoup les États-Unis. Ça a été un nouveau monde. Mais là, je me suis dit toujours mon sens du devoir. Je dois rentrer en France et ainsi de suite. Et là, j'ai fait des choses extrêmement intéressantes. J'ai connu des gens formidables qui étaient intéressés par mon expérience aussi. J'ai travaillé avec le Centre d'études sociologiques, le groupe de Dumasdier. Il y avait l'Institut de travail social à ce moment-là, voulait lancer quelque chose de nouveau. Comme je parlais anglais, on m'envoyait à la Commission européenne. D'accord, j'ai fait le pont un peu pour tout un tas de choses. Et j'ai essayé d'introduire le travail communautaire.
Le travail communautaire, c'est au lieu de travailler dans le travail social avec des cas, enfin, j'ai appris à travailler avec les cas, avec beaucoup de psychologie, et ainsi de suite, mais c'est de travailler avec les communautés, d'essayer de rendre les gens plus responsables d'eux-mêmes, essayer et de les regrouper pour qu'ils fassent quelque chose. Parce que ce qui était frappant aux États-Unis, c'est qu'avec tout un groupe, même médiocre, ils arrivent à faire quelque chose de bien. On disait toujours dans les discussions de classe, parler. Je disais, mais on l'a dit 10 fois. Et le professeur me disait, non, il y avait un professeur qui avait travaillé en France, vas-y, donne ton avis. Et j'ai vu qu'en France, on fait beaucoup de solos, chacun cherche à briller individuellement. Et là, avec toute une série de choses, on arrivait à construire ensemble. Donc ils étaient beaucoup plus près que nous de ce travail communautaire. Alors j'ai travaillé là-dessus, j'ai eu des gens qui ont suivi, d'autres... C'était très dur, hein, de ramener des idées nouvelles et tout. Il y avait des gens qui suivaient, il y en avait qui suivaient pas. Où on était demandé pour faire des... J'ai fait des supervisions, j'ai fait des conférences et ainsi de suite. J'étais très demandé, mais il y avait les gens pour, les gens contre. Au bout d'un certain temps, j'en pouvais plus. Ça vous a fatigué, quoi. Ça me fatiguait. Puis alors en France, il y avait la crise du logement et tout. On n'était pas très bien payés. Je voyais des gens, des Américains qui travaillaient en France avec le même diplôme, qui gagnaient 3 fois plus. Bah oui. C'est quand même, oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, je vais aller faire une mission avec les Nations Unies. Et alors comment c'est venu ça, cette mission? Des amis aux Nations Unies, on doit donner des tas de recommandations et ainsi de suite. Ça menait pas à grand-chose. Mais finalement, quand j'étais arrivé aux Nations Unies, j'étais numéro 1 pour une cause très bizarre. Je suis arrivé en août et en septembre, je crois, la France, l'Angleterre et Israël ont attaqué le canal de Suez. Alors tout d'un coup, on est devenu ennemi public du Maroc. Alors moi, je parlais mal anglais, et on m'entraînait à des conférences avec des... Pour me justifier, j'avais rien à justifier, je connaissais pas le programme. Bien sûr. Mais j'ai connu des gens de partout à ce moment-là. À nouveau, des gens pour, des gens contre. Et donc, vous avez quand même décroché votre mission à l'ONU. Non, là, j'avais connu des amis égyptiens, pas mieux renseignés que moi d'ailleurs. Alors, on était devenus amis. Et quand je retourne à New York, j'avais des tas de bonnes recommandations, mais toutes très vagues. Et au détour d'un couloir, je rencontre une Égyptienne qui me dit, on vous cherchait, où étiez-vous? J'étais en France, on n'avait pas votre adresse, non. Pourquoi? C'est qu'on a une mission, il nous faut un expert avec votre profil. Mais comme j'avais encore des engagements en France pour la recherche et l'enseignement, j'ai dit, laissez-moi 1 an, le temps de me retrouver. Donc, 1 an Ils ont accepté, et 1 an après. Pratiquement, ce sont eux qui m'ont demandé. C'est super, c'est bien. Poste tout près, là. Alors, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis resté 2 ou 3 ans en Côte d'Ivoire. Il s'agissait de monter un centre de formation, qu'on voulait un centre régional. J'étais plutôt conseillère en éducation, si vous voulez, travaillant avec des étudiants, hommes et femmes, et avec le ministère des Affaires sociales. Alors j'ai vu justement les effets de c'était pas encore la décolonisation. C'est dans les années 60, 1960. Non, Houphouët-Boigny était parti. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à voir les jeux politiques. Les jeux politiques de la coopération, de la colonisation. Mais je débarquais, je le faisais. Bien sûr, vous avez découvert au fur et à mesure, quoi. Et ensuite, à la fin de cette mission, parce que experts, on travaille au contrat avec eux. Je travaillais à ce moment-là avec ce qui s'appellerait maintenant des CDI, parce que quand une mission était terminée, alors ils m'ont proposé une mission au Vietnam. Je leur ai dit, écoutez, je crois qu'il vaut mieux envoyer ni un expert français, ni un expert américain. C'est trop piégé. C'est justement ce que j'avais senti avec les coopérations bilatérales. On risquait d'être pris dans le pays. L'un ou l'autre, alors ils ont envoyé un Suisse. Neutre. Donc ça veut dire que là, j'ai commencé à mieux connaître le jeu politique. Et les enjeux géopolitiques aussi, voilà. Donc il fallait faire attention, faire gaffe. Et on m'a à ce moment-là offert une mission en Corée du Sud.
Je suis parti. Alors, D'accord. à New York, ils m'ont dit, oh, vous êtes brave. Je savais pas. Vous saviez pas trop où vous mettiez les pieds, c'est ça? Non, absolument pas. Ah, et on m'a pris parce qu'on a cru que j'étais un homme à cause de mon nom. On C'est dirait pas- qu'il y a eu un jeu dans mon C'est ça, existence. dans votre existence qui vous a permis de toujours suivre le bon chemin. C'est bizarre. Oui. Et justement, à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup. C'était une mission sur l'enfance. D'accord. L'aide à l'enfance, parce qu'il y avait beaucoup plus d'enfants abandonnés que pendant la guerre. Et on a découvert que finalement c'était devenu un business. Ah, d'accord. Pour avoir de l'aide, alors ça a commencé à m'ouvrir les yeux sur l'aide humanitaire. Mhm. Parce que les directeurs d'orphelinat avaient besoin d'avoir des enfants. Donc on prenait des enfants dans les familles. Ah oui, on les retirait carrément des familles. Mais Comment- avec comment l'accord, ça se faisait, avec je ne l'accord, sais oui, pas, c'est ça, mais oui. De toute façon, ils trouvaient des enfants. Ils trouvaient D'accord. des enfants. Ok. Et d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient pas abandonnés, mais qui auraient pu Oui. l'être, qu'on faisait Oui. abandonner. Et au fond, c'était rentable. Un de mes D'accord. collègues, ce qui m'a Pour les enfants, c'était autre chose peut-être. Ah Hein. bah oui, je suis allé voir Ouais. les orphelinats, Oui. c'était pas drôle. Et j'avais un collègue qui était un pasteur, je crois, quelque chose, qui a reçu un jour un email d'une société philanthropique américaine disant « Trouvez-nous 1500 enfants de plus for fundraising purpose ». Oh là là. Avant les années 2000, c'était la Corée du Sud. La Corée était très pauvre à ce Oui, moment-là. oui. Et il y avait les Américains, c'était RNA, Rest and Recreation. C'est-à-dire, c'est là que venaient les Américains. C'était très... D'accord. Et il y avait l'armée américaine puissante, Oui. les Américains en force. Mhm. Et point de vue politique, j'ai vu justement toute l'influence que ça pouvait avoir. D'accord. C'est pour ça que ça m'a intéressé tout ça. Oui, oui, Une d'accord. expérience que je n'aurais jamais eue en France. Évidemment. Mais alors de là, je suis passé à une vision autre de la façon de travailler, Mhm. parce que j'ai organisé des séminaires pour montrer la difficulté aux administrateurs aussi. Mhm. Donc j'avais organisé des formations, même au niveau des gouverneurs, enfin dans les différentes provinces, au niveau des professionnels, et puis au niveau de ceux qui travaillaient avec eux. D'accord. Donc c'était un peu le travail communautaire. C'est ça que un voilà. niveau plus élevé que je mettais. D'accord, plus large, quoi, plus global, oui. Oui, plus global. Oui. Mais bon, Pour faire comprendre qu'il y avait des enjeux politiques derrière cette chose des... bien sûr, bah oui, effectivement. Politique Et économique, financier, et économique, évidemment. C'était dans les années 67. D'accord. 68. Ah oui, 68. d'accord, ok. Après les périodes de décolonisation. Puis Oui. alors l'Asie, je connaissais pas du tout, ça a été une exposition. Et puis j'ai compris là, mon expérience d'occupation m'a fait comprendre que les Coréens avaient été occupés par les Japonais d'une façon absolument cruelle. Oui, oui, absolument. Cruelle, c'était Oui. affreux. Ah mais en Asie, il s'en est passé aussi, hein, Et des alors là, comme, des douleurs et des souffrances. Hein, comme il y avait comme les... au Vietnam les choses, aussi. enfin 65, pourquoi on m'a donné... J'avais 3 homologues, un homologue au plan, un homologue dans un institut de formation pour le personnel, et puis on m'avait donné un 3e homologue qui était une femme enseignante qui devait s'occuper des problèmes de femmes, mais qui avait aucune idée des problèmes sociaux, des D'accord. problèmes de femmes. Ok. Et c'est elle qui m'avait fait comprendre cette histoire d'occupation D'accord. japonaise. Ok. Vous avez milité toute votre vie. Quels sont les marqueurs Que vous ont finalement, vraiment je dis, au fond de ces 2 premières missions, j'ai surtout un éveil sur les incidences C'est ça. politiques et puis l'occupation. Et alors, j'ai vu aussi la condition des femmes, mais c'était quand même assez curieux. Enfin, elles avaient pas une indépendance, mais elles étaient très très fortes. Oui. Et en Afrique, En j'avais vu Afrique la condition notamment, des oui. femmes. J'avais une famille d'accueil, la famille d'un ami africain qui travaillait ici, qui m'a accueilli comme sa famille. Il avait une grand-tante qui était Manal Benz.
Une Mama Benz, oui, d'accord. Ok. Eh bien, Alors, les Mama Benz, c'était ces femmes fortes qui étaient des femmes d'affaires, quoi, vraiment, Voilà. qui gagnaient de l'argent et qui on les appelait les Mama elle ne Benz. savait pas compter. Oui. Et son Ouais. comptable Ouais. ne la volait pas. Bah oui, et on les appelait les Mama Benz parce que elles avaient des Mercedes Benz. Voilà, c'est ça, bien. parce qu'elles avaient Et mon les ami- moyens, quoi. Mon ami Rigobert, là, qui était le neveu, c'est un économiste de cette dame, m'a dit qu'il y avait une Mona Benz un jour qui a payé 50 Land Rover cash. Oh, d'accord. Bah voilà. Voilà Alors tout est j'avais dit. vu les femmes africaines. Oui. Moi, ça m'avait soufflé parce que j'en Ouais. voyais pas beaucoup en France de pareil. Hein. Ben non, clairement, oui. C'est vrai que c'est quelque chose de très Et en marquant. Corée, il y avait des femmes très fortes aussi, Aussi, qui oui. étaient mais qui se battaient d'une autre façon. Oui. Et qui sont, et encore maintenant, beaucoup, dans un certain nombre de pays d'Asie, les femmes sont aussi des chefs de famille en termes d'économie. Enfin, elles sont des piliers. Oui, mais des... les pauvres coréennes, elles, quand elles étaient mariées, elles étaient vraiment l'esclave de la belle-mère. Ah oui, c'est ça. Alors, c'était pas très drôle non plus. Non, ça non. Enfin, il y avait des femmes très fortes. Je crois que ça m'a... Et en Afrique, Oui, et en ça a Asie. commencé à m'intéresser aux femmes. Oui. Les programmes n'étaient pas spécialement féminins. Non, bien sûr, oui. J'ai pensé qu'il fallait s'y intéresser. Alors, ma troisième mission, après, on m'a renvoyé en Afrique, au Togo. Oui. Alors, j'y suis resté 1 an et demi, mais comme je voulais pas rester, je suis parti en Iran. En D'accord. Iran, il y avait un très grand programme, parce que Ashraf, la sœur du Shah, qui avait financé la première conférence mondiale, quand on pense que c'est l'Iran qui a financé la première conférence mondiale, Eh oui. Ben les oui. femmes, elle a fait un très grand programme, et là, j'ai travaillé aussi, alors, pour des programmes plus féminins, alors, à ce moment-là. D'accord. Plus Et les lié aux femmes, femmes. ne portaient pas de voile, et normalement, le Shah les poussait à devenir indépendants. En ce moment, on a une nostalgie du régime du Shah, mais enfin, il y avait quand même la Savak, il y avait... Nostalgie du Shah, c'est pas le mot, Non. mais c'est comme on n'a pas avancé. Non, on n'a pas avancé, ça c'est clair. En tout cas, pour les droits des femmes, nettement, on n'a pas On n'a avancé, pas c'est sûr. avancé sur ce plan. Mais Et finalement, il était vraiment pas... Il y avait des choses qui étaient regrettables, mais il y en a aussi pas meilleures en ce moment. Oui. Et je suis allé en Afghanistan, j'ai vu des femmes aussi sans... bien sûr, Sans voile, hein. oui, bien Et sûr. maintenant, Oui. c'est terrible. Bien sûr, oui. Alors, bien sûr. voyant tout ça, c'est... Oui. Mais le voile, ça n'est jamais qu'un symbole de tout ce qu'on leur interdit de faire, en fait. C'est un moyen de les C'est cacher. un moyen de les cacher. Mais les En soumettre. Afghanistan, en tout cas, clairement. C'est justement ce que les Français Françaises, eux, ne comprennent pas. Alors, donc, ça, c'était Alors, quand je suis allé en Iran, c'était là, vous vraiment avez un programme vraiment... pour les femmes, Oui, voilà. Programme pour les femmes. Alors là, j'ai travaillé très, très sérieusement sur le problème. C'était vraiment mon domaine. Et je faisais de la formation. D'accord. Alors là, je les ai formés aussi pour travailler avec les gens, travailler sur le plan communautaire. Oui, c'est avec ça. des groupes de femmes. D'accord. Le Shah Des avait communautés. organisé, il avait des armées de volontaires, enfin de service civil. Oui. Il avait l'armée du développement. Tous les jeunes qui voulaient aller à l'université, on les obligeait après le bac à travailler 1 année. D'accord. Pour qu'ils se Oui. rendent compte. Dans le développement, c'était les futurs ingénieurs. Bien sûr. L'armée de l'éducation, c'était les futurs enseignants. Il y avait des groupes pour les femmes, ceux qui avaient envie de travailler, celles qui avaient envie de travailler avec les femmes. Et il y avait même l'armée de la religion pour les jeunes mollahs. Ah, d'accord. Et c'est l'armée de la santé pour ceux qui voulaient faire médecine. Et ça, c'était une chose très positive, vous voyez. Voilà, c'était encadré. Et Ça c'était... les obligeait à connaître un peu la vie avant de retourner dans leur... D'accord. Très Donc je bien. travaillais, moi, avec l'armée des femmes. Alors, vous êtes donc né en 1926. Vous avez, le long de votre parcours, vous avez connu l'accès au droit de vote et d'éligibilité des femmes, quand même. C'est donné par De Gaulle. Hein. Oui. Il y avait des tas de pays où le droit de vote était acquis. Oui. Le droit de vote, ça a été vraiment un long chemin sur toute la planète. Hein. Les premières, c'était en 1898, je crois. C'était la Finlande, il me semble. Oui. Et les dernières, c'est les Saoudiennes qui l'ont eu en 2015. Aujourd'hui, sur la planète, toutes les femmes ont le droit de vote, mais ça a été vraiment un long cheminement, quand Et même. justement, alors après mes autres, je dis en Corée,
Mais après, j'ai fait 6 ans et demi en Iran quand même. D'accord, oui, donc c'est... D'habitude, on reste Oui. 3 ans. Oui, oui. Ils m'aimaient bien, ils m'ont gardé, et moi je les D'accord. aimais Et puis, beaucoup. voilà. J'ai beaucoup regretté l'Iran et ça m'a fait beaucoup souffrir tout ça. De voir ce qui se passe, oui. Mais après l'Iran, je suis allé 3 ans au Bangladesh. Ah, Et alors d'accord. là, ça a été complet. D'accord. C'est vraiment ce qui m'a Définitivement, définitivement, parce que je suis résolu arrivé, à vous engager pour l'UNICEF pour essayer de travailler sur un projet femmes. Mhm. Ils ont dû, aux Oui. Nations Unies Mhm. me choisir, mais je suis allé avec l'UNICEF. Mhm. Et je suis arrivé dans un bureau avec 247 hommes, et j'étais la seule femme cadre. Oh là, Et d'accord. ça a été ma fête aussi, alors là, parce Oui, qu'il y avait la j'imagine. jalousie. Je vous J'imagine. disais, j'avais pas connu la concurrence, mais Oui, là, si, oui. des choses féroces. Pas seulement sexiste, parce qu'il y avait la notion qu'il fallait vraiment Nous écraser, enfin vous, démolir, oui, oui. c'est ça. Ah, ça a été très Et vous avez résisté. Ouais, mais j'ai failli laisser la peau. Ah oui, c'était vraiment très dur. Horriblement Ouais. dur. Ouais, je suis arrivé, il n'y avait pas de programme pratiquement. Ouais. Et j'ai réussi à formuler un programme pour lequel j'ai eu $1 million de l'UNICEF. C'est pas mal ça. Hein. Ce que j'ai découvert, j'ai travaillé avec Hila Bat, qui était la présidente de SEWA, Self-Employed Women Association, c'était des banques féminines. Mhm. Younous et complète. Oui, oui, tous ces gens comme Younous, oui. Plus d'Younous, mais elle est beaucoup plus, Vous avez remarqué qu'on parle toujours beaucoup plus des hommes que des femmes. Ben oui! Alors que c'est les femmes souvent qui inventent les... Elle est connue en Asie beaucoup plus qu'en France. Enfin, Oui, oui. c'est justement ce que j'ai découvert, c'est qu'en France, il y a des tas de choses qu'on connaît pas sur le plan international. Complètement. J'avais demandé qu'elle vienne quand j'étais au Bangladesh. J'ai dû formuler ce programme. Je l'ai demandé comme expert pour monter une petite banque. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y en avait une dans les projets que j'ai formés. On avait fait une petite banque pour les femmes. On avait fait un grand progrès de formation avec des emplois. On avait vu que si les femmes peuvent commencer à travailler, elles prennent de la valeur. Ben oui. On les reconnaît. Oui. Donc à ce moment-là. Et puis elles prennent de l'autonomie aussi, en plus. Oui, mais à ce moment-là, j'ai travaillé avec les ONG aussi. J'ai essayé de voir. C'est là que je me suis rapproché beaucoup des ONG qui étaient beaucoup plus progressives que les trucs des Nations Unies. Hein. Oui. Les Nations Unies avaient commencé, il y avait une chose parallèle, les programmes internationaux des Nations Unies. Alors ça se montait petit à petit. Oui. Il y avait l'UNFPA pour la population. C'était plus théorique, si vous voulez. Mais ils agissaient. Oui, c'est ça. Comme ils avaient de l'argent, ils obligeaient les pays à faire quelque chose. Mais les ONG, alors on avait vu que si les femmes gagnaient de l'argent, elles commençaient à avoir de la valeur et à planifier leur vie. C'est ça. Avant, elles ne pouvaient rien. Et à planifier aussi souvent la vie de la famille, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas que pour elle, quoi. Elle faisait aussi pour l'éducation des enfants. L'influence, de l'influence en ce moment. Et oui. Mais vraiment, c'était le pays où j'ai eu le choc de ma vie pour la situation des femmes. Oui, d'accord. Ouais. Mais on a des effets pervers, c'est qu'on leur a donné la possibilité de travailler, mais maintenant, en les utilisant comme cheptel de travail. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ben oui, c'est vrai que c'est... L'exploitation. Ah ben oui. L'exploitation. Oui, effectivement. Donc on tourne les choses à l'envers. Vous dites les Indiennes. Oui. Elles n'ont pas fait découvrir la condition féminine. J'étais au Bangladesh et je travaillais sur la condition féminine et j'ai vu les Indiennes. Et je trouvais que c'était intéressant. Je connaissais très peu les ONG en France. J'avais pas C'est ça, oui. Mais à l'étranger, j'avais travaillé avec les ONG. Et c'est elles qui m'ont dit, mais il y a des associations très intéressantes comme l'association des femmes diplômées des universités. La fameuse association à laquelle vous êtes attaché. L'association des femmes diplômées, elle est née en 1920 en France, venant des États-Unis et ainsi de suite. Et c'était surtout pour l'éducation. D'accord. Alors, j'ai voulu être affilié à leur association et ils m'ont dit que c'était possible de l'être seulement avec une association nationale. J'ignorais qu'il y en avait une en France. Ah, d'accord. Ouais. Du coup, vous êtes... J'avais écrit à la fiche dure, alors j'ai adhéré à l'association, mais à distance. D'accord, très bien. C'est par eux, en revenant, que j'ai travaillé aussi avec elle. D'accord, très bien. Alors, évidemment, on a un peu brûlé les étapes, mais est-ce qu'il y a d'autres moments qui, pour vous, ont fait avancer les droits des femmes dont je vous parle, là... j'étais au Bangladesh, 79, 80 et quelques. Oui. Presque jusqu'à l'an 2000.
Et vraiment, le Bangladesh, ça a été très fort et j'ai fait un travail très important. Mais je vous dis aussi en utilisant la politique. C'est ça, oui. La politique et la programmation, puisque je travaillais avec le plan aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'était une formation nouvelle, si vous voulez. D'accord. Et puis, je suis revenu en France à ce moment-là. Et on a fait un programme de formation pour des personnes du bassin de la Méditerranée et pour faire un programme de formation supérieure avec l'université de Villetaneuse et D'accord. Ouais. J'ai travaillé 5 ans là. Ouais. Puis après j'ai pris ma retraite, alors j'étais libre. Et du coup vous vous êtes engagé encore plus. Et oui, parce que alors là j'étais tout à fait libre. Et toutes les choses que j'avais apprises, j'essayais de les rapporter Bien sûr. Et par l'AFDU, j'ai connu la clé. D'accord, oui. Qui est pour nos auditeurs et auditrices un collectif d'associations, oui. Oui, c'est ça. Avec toutes les personnes de la clé, il y en a eu quelques-unes. Oui, absolument. Très intéressantes. Absolument. Et on me faisait travailler aussi pour le gouvernement. Enfin, d'accord. On me demandait d'aller à la Commission européenne. Oui, c'est ça. Oui, Donc j'ai commencé à travailler avec les délégations. D'accord. J'avais appris à travailler avec les délégations au niveau européen. Pas aux Nations Unies. Enfin, bien sûr. Je travaillais parallèlement. Et là, j'ai appris à travailler sur le langage. Oui. Suivre. Sur le langage agréé, comme on dit, etc. Les statuts. Oui. Les associations n'étaient pas très conscientes d'ailleurs de tout ça. Elles étaient très contentes d'aller là-bas, de se retrouver entre associations, de faire Elles ne se rendaient pas compte qu'il y avait toute la partie politique à la suite de la plateforme de Pékin. Pékin, alors, justement, donc effectivement, la conférence de Pékin en 1995, considérez-vous que ça a été un moment important vraiment dans les droits des femmes ou pas? Ça a été extraordinaire, parce qu'il y avait eu beaucoup de travaux à ce moment-là. Même en France, on travaillait beaucoup. Moi, j'avais pas travaillé sur chose-là en France, mais il y avait dans le monde entier. Et surtout, ils avaient la plateforme d'action. Et cette plateforme d'action, c'est que souvent on fait une loi ou autre chose, mais sans penser à la mise en place. La plateforme d'action, c'est ça. Donnant 10 domaines d'action et demandant aux États de mettre en place chaque année, voir qu'est-ce qui avait été avancé. Ça, c'était important. Effectivement, la mise en œuvre et la redevabilité des États par rapport à... Oui, ça, c'était très important. Alors ça a été la chose capitale. Oui. Et ça a été un succès formidable. Et alors, on a travaillé beaucoup aussi sur la CEDAW. Moi, je me souviens d'avoir travaillé La CEDAW, c'est la convention donc pour l'élimination des discriminations envers les femmes, effectivement. En 3 ans. Puis après, il y a eu le protocole pour le mettre en action. Absolument. Oui. Et donc, j'ai suivi. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, oui. Ça, c'était important parce que c'est des choses qu'on connaît moins bien dans le grand public. Mais c'est grâce à ce travail de l'ombre que les choses avancent réellement et sont gravées dans le marbre un peu, voilà. La personne qui suivait, là, pour la CEDAW, elle était extrêmement bien. Et vraiment, ça a amené beaucoup. Mais en France, on la connaît presque pas, la CEDAW. J'ai fait des sessions de formation sur la CEDAW. Oui, c'est très peu connu et je suis très étonnée, effectivement. On avance encore un peu dans le temps. Vous avez assisté, ou peut-être pas physiquement, mais à la constitutionnalisation de l'IVG, de l'avortement. Oui, ça depuis le début, parce que même au Bangladesh, même à quel endroit, je me rappelle, il y avait l'UNFPA qui travaillait déjà. Absolument, oui. Et en France, quand je suis revenu, j'ai travaillé avec l'AFDU. Oui. L'AFDU, je les ai encouragés. Sur le sujet. Coordinatrice sur relations internationales. D'accord. Alors, je leur demandais de s'intéresser aux droits des femmes. Bien sûr. Et je les ai intéressés pour l'avortement et tout. Mais là, non, c'était l'éducation, on s'occupait de ça. D'accord, oui. Mais bon, ça, c'est un sujet aussi qui a été une longue lutte aussi des femmes, quand même, hein. Et, c'est vrai pas que... seulement l'avortement, c'était toute la contraception. C'était la contraception, puis, et l'avortement. Effectivement, bien sûr, c'était le droit à disposer de son corps, par soi-même, quoi. Le droit à disposer de son corps. Oui, absolument. Et 1975, donc la loi Veil, qui institue... En 1979, je travaillais là-dessus. Voilà, c'est ça. Mais au Bangladesh, je travaillais là-dessus parce qu'il y avait un programme de santé et d'éducation. Il y avait énormément d'enfants. Oui. Il fallait réduire. D'accord. On se souvient que Simone Veil avait été vilipendée et bousculée pour avoir porté cette Moi, j'étais pas en France. cette loi. Oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord, oui. Oui, bien sûr.
Et en 2024, donc, la constitutionnalisation de l'IVG, ça a été aussi un moment Mais l'IVG, important, c'est quand même. l'interruption volontaire de Oui. grossesse. Si la contraception était bien réussie, il y aurait moins d'IVG. Clairement, ça, Mais on est bien après, d'accord. c'est devenu aussi, moi je me souviens avec les jeunes, c'est devenu quelquefois un prétexte pour les jeunes filles un peu paresseuses, qui ne voulaient pas pratiquer la contraception. Ah oui. Pourtant, ça reste compliqué, un avortement, hein. Compliqué, il me semble, pour la plupart des femmes, oui. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, quoi. Les choses ont beaucoup évolué en un siècle, évidemment, sur les droits des femmes. Ça a progressé d'une façon formidable. Oui. Et que les femmes ont été prisonnières de leur succès. Parce que j'ai vu que les droits des femmes se sont affirmés. Ils ont été reconnus par beaucoup de gens. Il y en a qui n'avaient pas très envie de les reconnaître. Oui. Et que ça commençait de se dissoudre à partir du moment où on les a noyés dans la diversité. Moi, j'ai participé aux campagnes pour l'égalité 50-50. Oui. Parce que la population féminine, c'est la moitié de la population. Ah bah oui, de l'humanité, Alors, oui. on a essayé de la ramener avec les handicapés, Oui, des minorités. Or, les femmes sont pas une minorité. Elles ne sont jamais une minorité. Bah oui, oui, effectivement. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était une déviation complète. Complètement, c'est très intéressant que vous souligniez ce point, qui n'est jamais assez souligné, effectivement. Au Conseil de l'Europe, vous voyez, aussi pour les associations auxquelles j'appartenais, et il y avait une commission de la femme. C'est devenu la commission des discriminations. Ça a complètement changé. Bah oui. Et les lobbies, le LGBT, alors ça, c'est devenu une puissance. Plus puissant que les femmes. Ouais. Ils ont politisé le débat. Oui. Donc les droits des femmes ont été diminués. Diminués, je ne sais pas, mais en tout cas amalgamés avec un certain nombre d'autres sujets, effectivement. Ils sont combattus quelquefois. Il y a les masculinistes qui les combattent. Oui, les masculinistes, oui, certes, mais c'est pas forcément les LGBT. Non. Les masculinistes, voilà. Il y en a partout, effectivement, oui, et de plus en plus. J'ai travaillé avec des groupes d'homosexuels, hommes et femmes. Hein. Eh bien, les groupes de femmes homosexuelles étaient beaucoup plus discriminés que les hommes. Oui, ça je l'ai beaucoup entendu et j'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus, effectivement. Oui, à la clé, il y en a eu. Oui, effectivement, qui ont été très discriminés, c'est vrai. On trouve la discrimination partout. Absolument. Qu'est-ce qui, à votre avis, manque encore comme étape essentielle pour faire progresser définitivement les droits des femmes? Écoutez, depuis Pékin, on n'arrête pas de se battre pour avoir une autre conférence. Impossible. Oui. Et même les choses qu'on a dit au moment de Pékin, on pourrait plus les dire maintenant. C'est ça. C'est-à-dire que là, on a fêté en mars 2025 les 30 ans de Pékin. Mais très franchement, j'étais à la CSW, à la Commission du statut des femmes, pour cette occasion. Et très franchement, je n'ai pas senti l'enthousiasme et la passion et l'engagement dont ont témoigné celles qui étaient en 1995 à Pékin. Ça n'a rien à voir, effectivement. On avait l'impression que c'était un passage obligé, mais que c'était minoré. Mais je crois que c'est un problème de nos sociétés. Parce que depuis des années, vous voyez, on s'est habitué à la paix. Ben oui. Et on pense que la paix, ça va de soi. Eh ben, ça va de moins en moins de soi. On est en train de se réveiller douloureusement. Absolument. Eh bien, pour les femmes, c'est la même chose. Oui. Parce qu'on a célébré les droits des femmes, mais vraiment, pour les défendre, la campagne 50-50, moi j'y croyais, beaucoup y croyaient. Oui. Et c'est tombé. Et ensuite, une chose qui est très bizarre, c'est que, au nom des droits de l'homme, qui sont très bien, on arrive à faire avaler des tas de choses. Une chose que je ne supporte pas, c'est que, au fond, quand on était enfant, nous, si on faisait quelque chose de mal, on recevait une correction. On vous arrêtait. Oui. Maintenant, on n'arrête plus jamais les gens. Ils savent plus où s'arrêter. Il manque de cadre. D'encadrement peut-être. J'ai vu quelque chose de très amusant l'autre jour, c'était comment on grandit en France, un film, et il y avait une petite fille qui dit finalement on n'est pas assez punis. Oui. Et je crois que c'est la même chose avec les droits des femmes, on a cru que c'était fait, arrangé, et rien. Et Pékin, à chaque fois on a demandé une nouvelle conférence, et c'est usé, les droits des femmes c'est mis de côté. C'est-à-dire que
non seulement c'est mis de côté, mais c'est aussi que on est dans un contexte de recul des droits humains de manière générale sur toute la planète. Vraiment, quand on observe la situation, la montée des conflits, la montée des autoritarismes au détriment des démocraties dans le monde. Et évidemment, les premiers droits humains qui reculent, c'est les droits des femmes. Donc il y a ça aussi. Je suis pas sûr. Je suis en train de regarder les civilisations. Elles ont eu des hauts et des bas. Oui, c'est vrai. Oui. La chute de l'Empire romain. Je lisais récemment un truc sur l'Empire romain. C'est pas brillant. Hein. Non, effectivement. Ils se sont fait saquer par les barbares. Se sont fait et avec des pourris à la tête. Enfin, leurs empereurs, c'était des monstres. Oui, donc vous dites que c'est pas spécifique. Je me demande s'il n'y a pas des grands. Il y a des grands mouvements comme ça, des vagues d'avancée et de recul. Si les civilisations collapsent de l'intérieur. Oui. Et je crois il y a des choses de destruction en nous. Et la destruction, c'est un peu ce manque de cadre et de rigueur, et savoir ce qui est permis, pas permis, où on peut aller, pas. Quand il y a des violeurs qui continuent à faire des choses, si on leur flanquait des corrections... Si on les laisse dans l'impunité, ils vont jamais s'arrêter. S'il y avait l'égalité normale, il y aurait autant de bons hommes tués que de femmes. Oui, absolument. Par leurs conjointes, elles se laissent battre. Les féminicides, vous savez, c'est un marqueur. Hein. C'est terrible, les féminicides. On en parle maintenant davantage, mais avant on parlait de drames passionnels, ou de faits divers. Mais c'est vrai que c'est aussi un baromètre de l'état des sociétés, ça. Hein. C'est l'intérieur, oui, effectivement. Je crois que les sociétés sont malades. Même celles qui veulent être dominantes, comme la Russie, les États-Unis, elles sont pas brillantes. Non. Effectivement. C'est vous qui le dites, mais vous avez raison. Bien. Il faut qu'on s'arrête à un moment ou à un autre, même si ça serait passionnant. Il faut que vous écriviez tout ça, René Girard. On m'a fait écrire le livre, mais j'ai pas pu écrire sur le féminisme. Et vous savez, on s'est beaucoup battu aux Nations Unies pour amener des femmes dans des positions importantes, jusqu'à DG, Michel Bachelet. Oui, absolument. Mais on s'est aperçu que les amener là, elles ne sont pas forcément féministes. Elles pensent à leur carrière. Elles pensent. Michel Bachelet, elle est. Non, mais c'est pas elle. Pas elle, oui. Je vous parle pas d'elle. Elle a très bien travaillé. Ah oui, elle a. Celles qui l'ont suivi. Bon, malheureusement, effectivement, dans les hommes et les femmes politiques, il y en a effectivement qui se laissent griser par le pouvoir et qui ne pensent plus qu'à eux et qui oublient l'intérêt général, malheureusement. René, est-ce que vous souhaiteriez dire un mot de conclusion sur le siècle de René et sur votre contribution à l'histoire du féminisme? Ma contribution, j'étais modeste, vous savez. J'avais jamais pensé au pouvoir. Je suis une femme d'influence, plutôt. Alors, j'essaie de faire promouvoir certaines idées. Quelquefois, je me suis fait piéger aussi. On les a piquées. Ça m'est égal. Si elles sont bonnes et qu'elles passent. Bien voilà, c'est ça. Très bien. Mais je suis un peu navré quand même de voir l'évolution de nos sociétés. Vraiment, ça me désole. Pendant la guerre, on espérait que ça irait mieux. On y a cru. Il y a eu de bonnes années, et puis j'ai l'impression qu'il y a une... On a oublié ce que c'était que la guerre, malheureusement, peut-être. On s'est un peu endormi dans la facilité. Et puis même le trop de facilité, parce que tous les gens qui prennent de la drogue, moi j'ai jamais pris de drogue. Et moi non plus. Non, mais j'ai eu des moments très durs. Bien sûr. J'aurais pas pensé à prendre de la drogue. Oui, c'est vrai. Les narcotrafiquants le savent très bien. Ah, ils font alors, fortune. Comme disait quelqu'un, j'entendais une chose sur les narcotrafiquants, parler des clients. Mais les narcotrafiquants le savent très bien parce qu'ils essaient de provoquer une addiction. Bien sûr. On a essayé avec le tabac, avec l'alcool. Bien sûr. Un tas de choses. Bien. Je voudrais vous poser juste une dernière question sur vous qui avez travaillé à l'international. L'ONU et le multilatéralisme sont beaucoup décriés en ce moment. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Parce que moi, je pense que, je pense que c'est dramatique qu'on ne se rende pas compte, de. C'est significatif. Oui. Les Nations Unies,
ça a été fait après la guerre. Oui. Les Américains ont été très actifs là-dedans. Oui, bien sûr, oui. Madame Roosevelt et ainsi Oui, de oui, suite, même absolument. si Roosevelt n'était pas un saint et Oui. ainsi de suite. Mais Eleanor Roosevelt aussi a beaucoup aidé. Et aussi. oui, et puis les choses au moment où on a reconstruit l'Europe. Regardez, en ce moment, on parle pas de reconstruire Non. l'Ukraine. Non, effectivement. Donc, il y a quelque chose de pourri au royaume de Oui. la société. Il y a quelque chose qui ne marche plus, vous voyez. Il n'y a plus de... Vous êtes assez pessimiste, donc. Pessimiste, oui. J'ai l'impression qu'on est au bord d'une transformation capitale. Oui. Et moi, j'étais écologiste, je vous dis, de naissance, pratiquement. Ça me rend aussi pessimiste, parce que vraiment, on ne fait très peu de choses vraiment pour l'écologie. Hein. Il y a de grandes transformations qui se préparent, et j'ai l'impression que la Terre risque de nous faire... Enfin, je vois une période de changement, un très grand changement. Oui, alors il y a un bouleversement de l'ordre mondial, mais il y a aussi effectivement la surexploitation des ressources. Une exploitation sauvage des ressources. Voilà. Et qu'on va payer forcément. Ah ben oui, avec la population, l'espèce humaine est un prédateur terrible. Oui. Et la Terre, j'allais aux États-Unis sur le moment, on voyait la Terre, il y avait un groupe écologiste qui faisait des réunions chaque année, on voyait la Terre qui se secouait, qui disait qu'on avait assez des hommes. Ah oui. C'est pas mal ça. C'est peut-être ça qu'il faut. Bah oui. Et elle se secoue en ce moment. Le monde se secoue. On est dans une nouvelle période. On ne sait pas où on va. J'aimerais être optimiste. Et pour les Nations Unies, c'est la même chose. Je crois que les Nations Unies ont fait leur temps. En tout cas, tels qu'ils sont. Il faut les repenser, peut-être. Les repenser en forme de... Voilà, c'est ça, de multilatéralisme et qui englobe peut-être un peu plus de pays dans les décideurs, parce qu'il y a quand même aussi cette question. Savez, les pays, il y en avait beaucoup. Quand on travaillait sur les résolutions, on voyait la montée de certains. Il y avait d'abord les groupes non alignés, on les voyait. Oui, bien sûr. Puis après, ça s'est appelé, il y a eu un autre groupe. Puis après, il y a eu les gens qui étaient carrément intégristes, peut-être pas les djihadistes, mais enfin. Et on voyait à chaque fois que la charia était beaucoup mieux que les choses individuelles. Et ça montait, ça montait. Et oui, c'est ça. Et ça, c'était contre les droits des femmes. Ah bah, complètement, oui, bien sûr. Merci beaucoup, René Gérard, pour ce témoignage important, vraiment très important. Cet épisode, nous l'appellerons le siècle de René, évidemment. C'est vrai, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Oui. Pour compléter cet entretien, donc, on termine par le petit questionnaire à la manière de Proust, mais revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère? Je crois que je suis né avec un esprit curieux. Et ça m'a toujours emmené vers l'ailleurs, que ce soit pour les idées, les pays. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme? C'est la loyauté, je crois. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La fidélité. Le pays où vous désireriez vivre? En ce moment, je suis incapable de le dire. Parce que dans la plupart des pays où je suis allé... C'est pas la joie. C'est terrible, oui. Terrible. Oui. J'ai pas vu tous les pays, alors il y en a peut-être certains qui ont échappé. Une île déserte. Quelle réforme politique a, selon vous, vraiment amélioré la société globalement? Je crois que vous m'avez un peu dit. Il y en a deux. D'une part, je trouve qu'une chose capitale, c'est les choses de Jules Ferry et l'éducation pour tous. Oui. Je trouve que ça a tout transformé. Et pour les femmes, je trouve que c'est le droit de vote. Bien sûr. Parce que je pensais toujours que c'est mon idée du féminisme, c'était défendre l'égalité de salaire et l'égalité de décision politique. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? La paix. Bien sûr. Partout. Dans les familles aussi. Oui. Est-ce que vous avez un animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner? Le chat. Le chat. Est-ce que vous voudriez nous citer vos auteurs ou autrices ou artistes préférés dans n'importe quel art?
Il y a tellement, je sais plus. Oui. J'en découvre tout le temps. Oui. Il y en a des modestes, il y en a des grands. Et il y a tous les classiques, évidemment. Oui, mais il n'y a pas que. Il y a pas que- J'ai découvert assez tard Jane Austen, que je trouve très intéressante. Oui, effectivement. Très intéressante. Elle était très féministe, finalement. Oui, alors. Oui, donc votre curiosité est insatiable, puisque vous en découvrez toujours. J'aime les peintres, il y a des peintres que j'aime, des musiciens. Oui. Vous aimez la vie, quoi. Vous aimez la vie, vous êtes curieuse de la vie, bien sûr. La vie intéressante. Bien sûr. Si vous étiez un mot, comment définir la vie par un mot? Comment définir la vie? Pour moi, la vie, c'est de chercher, de bouger. Oui. Parce que maintenant, je m'intéresse au cosmos, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Bien sûr. Oui, je sais, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'intelligence artificielle. Oui. Si vous étiez un lieu, ce serait lequel? Un lieu, c'est ma Loire. La Loire. Je suis fini sur les bords de Loire. D'accord. J'aime la Loire. D'accord. Et si vous étiez une odeur ou un parfum? Jasmin. Le jasmin. Est-ce que vous avez une devise ou un mantra qui vous sert de guide dans la vie ou qui vous a servi à des moments précieux? Ça serait en avant. En avant, d'accord, c'est bien. Merci infiniment René Gérard pour cet entretien. Merci aussi, c'était sympathique. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine Demoissac, Okulani, Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.